Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Démobilisation, désarmement et réinsertion, la première étape a commencé timidement la semaine dernière. Gao, Kidal et Tombouctou sont les premières localités ciblées par ce programme. Comment évolue le processus? Nos invités pour débattre de ce sujet, Sidi Ibrahim Ould Sidati de la coordination des mouvements de l'Azawad Sema, Zbeiti Ag Akado de la société civile, Ali Tunkara, analyste. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Alors, je tenais à vous rappeler qu'on avait convenu avec Monsieur Sidi Ibrahim Ould Sidati de la coordination des mouvements de l'Azawad pour participer à ce débat, mais malheureusement, il est injoignable à la dernière minute. Nous ouvrons les débats avec vous, Monsieur Tunkara, pour nous parler un peu des difficultés rencontrées dans le processus de DDR. Alors, merci de la question. Je crois qu'il faut quand même le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que ce processus est tout à fait prévu dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc, pour dire qu'il y a une légitimité du point de vue institutionnel à ce que le processus soit conduit. Quelles sont les difficultés concrètement auxquelles les acteurs censés conduire ce processus font l'objet? Parmi les difficultés, on peut énumérer celles-ci. D'emblée, on a quand même des différents mouvements armés qui se sont attribués de différents grades pendant l'occupation, même jusqu'ici d'ailleurs. Et à comment faire en sorte qu'une fois intégrés, ces différents grades soient pris en compte dans le corps dans lequel seraient intégrés ces différents acteurs. C'est vraiment un des blocages majeurs, effectivement, auxquels les différents acteurs font l'objet. Mais dans le même temps, il y a aussi quand même la question d'indemnisation de certains acteurs qui ont été victimes pendant des différents affrontements avec des groupes extrémistes violents, notamment l'attaque qui a eu lieu également au niveau du camp du MOC à Gao. Donc ce sont des questions qui restent très floues entre les différents acteurs. Dans le même temps, il faut quand même le rappeler, lorsqu'on parle d'intégration, de réinsertion des ex-combattants, naturellement, des sources de frustration sont nombreuses. Lesquelles sources méritent d'être rappelées ici? Vous avez quand même des militaires, des gendarmes ou des policiers qui servent sous les drapeaux. Lesquels policiers et militaires seraient naturellement gênés, voire frustrés, en voyant du jour au lendemain un monsieur ou une dame qui a milité dans un groupe armé, qui n'a aucune compétence militaire du point de vue de l'académie militaire, se voit attribuer un grade colonel ou un grade à la limite générale. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on gère ces questions aussi sensibles, naturellement, les sources de frustration sont tout à fait intéressantes à mettre en évidence. Mais je crois que fondamentalement, une des raisons qui expliquerait aussi tous ces blocages réside dans le fait que les acteurs déjà n'ont pas la même perception du code, enfin de l'accord, j'allais dire, pour la paix et la réconciliation. Effectivement, le fait que les points de vue sont pluriels vis-à-vis de l'accord, naturellement, les attentes les seront également. Parce que différents acteurs sont intéressés aujourd'hui par le processus, non pas parce qu'ils ont la ferme conviction ou ils ont la meilleure ou la bonne volonté de servir l'État du Mali, mais plutôt ils prennent justement ce processus comme une sorte de stratégie d'insertion, ils prennent ce processus comme une sorte d'aubaine, une opportunité justement à s'insérer économiquement, à s'insérer même socialement. Donc finalement on se rend compte que d'une simple question militaire, on se glisse vers des dimensions qui seraient tout à fait floues, notamment le fait qu'on a quand même constaté qu'il y a eu des familles qui se sont efforcées à enrôler les enfants dans les différents mouvements afin que ces derniers puissent en bénéficier. Donc c'est pour vous dire que les jeunes d'ombre ne finissent pas par le seul fait que les différents acteurs ont des points de vue différents quant à la saisie de l'accord déjà, mais dans le même temps, il y a quand même des stratégies de repli ou de protection, d'intégration qui sont développées ça et là. D'accord. Alors, Monsieur Akado, Monsieur Tunkara vient de nous énumérer quelques difficultés auxquelles le processus de DDR a eu à faire face. Selon vous, pourquoi toutes ces difficultés? Merci. Togola, c'est bien Togola. Oui. Alors, moi, j'ai une approche un peu très critique de ce processus-là, pour la simple raison que
je trouve que le problème est très mal parti. Mal parti, pourquoi? Tout simplement parce que cette notion de combattant demeure jusqu'à preuve du contraire très floue. Qui est combattant? Qu'est-ce qu'on a combattu? Dans l'imaginaire des séparatistes, le combattant, c'est celui qui a pris les armes contre le Mali. Et c'est pourquoi, si vous regardez, ils sont plus écoutés, plus, je dirais, plus invités à la table, mieux traités que les autres. Alors, dès l'instant qu'on a ajouté à ces combattants-là, ceux qui sont, entre guillemets, pro-Mali, parce que tout ça, là, c'est des stratégies, quelque part, on ne va pas rentrer là-dedans. Et au-delà de ces derniers aussi, il y a d'autres. Donc, la notion de combattant est devenue très floue. Si bien que ceux qui ont pris les armes contre le Mali profitent, n'est-ce pas, de ce flou créé quelque part par l'impréparation de l'État, de nos pouvoirs, mais aussi par les calculs géostratégiques, les calculs, je dirais, de la communauté internationale qui a quelque part, quand je dis communauté internationale, vous savez de qui je parle, il y a derrière, n'est-ce pas, ces combattants-là, des gens qui ont préparé, n'est-ce pas, cette agression contre le Mali. Donc, quelque part, tout ce flou-là arrange non seulement ceux qui ont pris les armes contre le pays, mais aussi ceux-là qui sont en train de les aider. Et en face d'eux, il y a malheureusement un pouvoir, je ne sais, qui n'a rien préparé, qui n'a même pas su tirer les leçons du passé, de ces échecs passés. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on est dans une question de DDR. On a vu dans les années 90 comment se sont faites les intégrations et on a eu le temps de voir leurs conséquences, positives ou négatives. En tout cas, d'une manière générale, elles ont été négatives. Mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques conséquences? Les conséquences, c'est on a intégré dans le Nord des milliers, n'est-ce pas, de soi-disant combattants issus de certaines communautés seulement. Je dirais des communautés blanches. Pendant ce temps, dans ce même Nord, on n'a pas intégré un seul noir. Donc il y a eu un déséquilibre, quelque part, des gens armés appartenant à certaines communautés. Et cela, la conséquence, vous l'avez vu, ce sont ces mêmes gens-là qui ont fini par retourner leurs armes contre le pays. Ce sont eux qui sont venus dans les années 2012 et ils ont entamé la République. Ils étaient plus forts, ils ont percé les secrets de l'armée. Il n'y a rien je dirais, il n'y a rien qu'ils ne connaissent pas dans ce pays-là et ils ont profité de leur positionnement pour mettre notre armée en déroute. Ça, c'est une grave conséquence. Et malheureusement, l'État, le pouvoir n'a pas su tirer les leçons de cet échec-là. Au contraire, il s'est laissé encore embarquer dans une histoire de DDR où tout est flou. Les gens ne savent pas entre qui est combattant, qui ne l'est pas. À tel point qu'aujourd'hui, un Guinéen peut venir s'intégrer dans notre armée. Un Malgache ou je ne sais pas moi, un Algérien ou n'importe qui peut venir rentrer sans crainte, n'est-ce pas, d'être débusqué. Et c'est tout ça le problème. Donc en gros, pour ne pas anticiper sur certaines questions, moi je pense que le gros problème réside dans le fait qu'on n'a pas su tirer les leçons du passé, de ce qui s'est passé par rapport au DDR des années 90. Et cette fois-ci, on a ouvert la porte. On a grandement ouvert la porte parce que vous ne pouvez pas accepter à un soi-disant combattant du Nord, n'est-ce pas? Vous n'allez pas lui accepter ce que vous allez refuser à un autre. Vous ne pouvez pas continuer, on ne peut pas continuer à dire ceux qui ont pris les armes méritent d'être intégrés plus que les autres qui n'ont pas pris les armes sur le plan du droit. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Si c'est les problèmes économiques, des problèmes de difficultés, n'est-ce pas, d'intégration dans le Nord, des difficultés d'emploi, tout le monde vit ces difficultés-là. Et au-delà du Nord, c'est tout le Mali qui vit ces difficultés-là. Et au jour d'aujourd'hui, si vous remarquez, la plupart de ces 36 000
combattants qu'on est en train de vouloir intégrer, ils sont là, ce sont des fils d'officiers d'ici, ce sont des fils des gens qui sont au pouvoir, ce sont des gens, la plupart sont du Sud. Ils se disent, mais le DDR, c'est un créneau pour avoir de l'emploi. L'État ferme les oreilles, l'État se fiche mal du droit, alors là, nous aussi on entre. Et c'est ça aussi le problème. Et ça, ceux-là qui ont pris les armes ne l'accepteront pas. Voilà un des blocages du DDR. D'accord. Et vous, M. Tunkara, concernant le blocage que M. Akado vient de nous mentionner? Je pense qu'au-delà des facteurs qu'il évoque, il faut quand même aussi rappeler que dans ces processus, effectivement, s'il y a un autre blocage à mettre en relief, ce blocage s'appelle justement la question d'équité en matière de traitement vis-à-vis des différents groupes armés. Il n'était un secret pour personne que dans les régions dites nord du Mali, effectivement, les différents acteurs intervenants pour une paix durable ont des traitements tout à fait variés et variables en fonction des acteurs en présence. Donc c'est pour vous dire que si l'on veut mener un tel processus à bon escient et avoir des résultats probants, il est extrêmement important de rester cohérent et constant dans la démarche empruntée. Et direz-vous que c'est le cas? Ce n'est vraiment pas le cas. Au regard de ce qu'on observe lorsqu'on est en face de la plateforme et lorsqu'on est en face également de la coordination du mouvement de la ZAWAD, naturellement, la nature du traitement est fonction justement de même à la fois la nature de la peau. Je le dis très souvent, il est extrêmement important dans le contexte malien qu'on s'efforce justement à sérieusement questionner ces référents liés au communautaire, ces référents liés à la limite au racial. Je pense qu'il est extrêmement important lorsqu'on veut que les acteurs déposent les armes et intègrent un processus que la nature du traitement reste constante, que cette nature du traitement reste surtout objective. Mais je ne peux pas comprendre la signature de l'accord jusqu'à aujourd'hui que certains groupes armés refusent déjà de déposer les armes avant d'entamer la négociation. Naturellement, on ne peut plus parler d'équité ou d'égalité entre les différentes parties dans le processus. Mais dans le même temps, au-delà de ces traitements parcellaires et partiels dont les différents acteurs font l'objet, il est quand même important aussi quand même de revenir sur l'apport de la communauté internationale pour une paix durable dans le contexte malien. De la même manière, il faut quand même aussi rappeler ici le rôle de l'aménagement qui est quand même important dans ce processus. L'aménagement a un mandat qui me paraît tout à fait en déphasage avec les attentes de l'écrasante majorité des populations dites nord du Mali. Parce que vous ne pouvez pas confier une telle mission aussi importante à une force étrangère, étant donné que l'État lui-même n'a pas été suffisamment impliqué justement dans l'élaboration de différentes stratégies aujourd'hui qui sont en train d'être mises en évidence ou d'être mises en relief. Donc c'est pour vous dire que sommes-nous dans un État où la dépendance fait que l'État se fragilise davantage, parce qu'il ne faut pas quand même l'oublier. Cet accord pour la paix a été signé dans un contexte où l'État du Mali s'est trouvé dans des difficultés tout à fait profondes. Lesquelles difficultés ont pour nous l'assistance financière, il ne faut quand même pas l'oublier. Ce sont des pays étrangers qui ont quand même financé tout le processus. Mais dans le même temps, lorsqu'on signait cet accord également, effectivement, on avait mis l'État dans le même sac que les différents groupes armés. C'est l'unique pays, à ma connaissance, au monde où, effectivement, un État est traité de la même manière qu'un groupe armé. Je crois que c'est là qu'effectivement tous les biais sont à analyser à ce stade. Donc le Mali a signé un accord dans une situation de fragilité. Le Mali a signé un accord dans une situation justement de dépendance vis-à-vis de l'étranger. Je crois que c'est cette dépendance effectivement que l'État central peine à se soustraire du dictat des différentes puissances aujourd'hui qui rythment le quotidien sécuritaire des Maliens. Donc fondamentalement, on ne peut pas être aussi dépendant de l'autre, on ne peut pas être même sécurisé par l'autre et vouloir prétendre une quelconque autonomie, vouloir prétendre une quelconque justement indépendance vis-à-vis de l'étranger. Je crois que fondamentalement, le Mali est un pays assisté aujourd'hui. Cette assistance fait que, effectivement, il pèse peu quant au futur de ces régions dites nord du Mali. Donc je crois que c'est cette fragilité qui caractérise jusqu'ici le processus pour la paix et l'intégration des différents groupes armés dans les régions dites nord du Mali. D'accord, oui, monsieur Oui, Akado. juste pour revenir un peu sur les zones de blocage
les critères, disons les raisons de ce blocage-là. Mon jeune frère vient d'en parler, mais je vais juste ajouter que au-delà de cette question de différence de traitement entre la CEMA et la plateforme, moi je pense que le blocage qui risque d'arriver n'est pas encore arrivé. Parce que pour le moment, effectivement, c'est un peu le déséquilibre entre la plateforme et la CEMA qui crée beaucoup de discussions, qui ne laissent pas les choses avancer. Mais au-delà de cela, il y a qu'on a laissé de démultiplier les groupes. Qu'il s'agisse du côté de la CEMA ou du côté de la plateforme, il y a des communautés aujourd'hui. Je n'aime pas trop parler de communautés, mais ce que nous voyons, nous sommes dans l'obligation de le dire. Nous sommes obligés de constater que les communautés dites Touareg ou arabes, les communautés blanches, se sont démultipliées en plusieurs mouvements, n'est-ce pas? Elles se sont démultipliées en plusieurs mouvements, si bien que même celles qui n'avaient pas pris la chose au départ sont en train d'exiger de rentrer. Et chaque fois qu'on tente de leur empêcher de rentrer, ça crée du bruit, ça crée des blocages. Donc on est obligé toujours d'ouvrir, on continue d'ouvrir. Et c'est ce qui nous a amené à ces 36 000, n'est-ce pas, combattants. Et au-delà, n'est-ce pas, de cette exigence de ces communautés-là, il y a le blocage qui risque de venir. C'est le déséquilibre entre ces communautés-là et les autres communautés sédentaires qui se sont retrouvées. Si vous regardez la composition du CSA, vous regardez la composition de toutes les commissions qui ont été créées, même les autorités intérimaires, vous verrez bien que ce sont les minorités ethniques, raciales, qui se sont accaparées, si vous voulez, du pouvoir d'une certaine façon. Donc, si on sait que le DDR sera conduit par ces autorités-là, sera conduit par le CTS, sera conduit par le CSA, donc, quelque part, les communautés majoritaires noires sont infiniment représentées dans cette situation. Et c'est un blocage qui va venir. Parce que le jour où on voudra, tout de suite, si vous regardez le MOC, les gens, ce qu'on est en train d'intégrer aujourd'hui, on intégrera plus dans certaines communautés que d'autres. Et ça ne sera pas facile. Autre source de blocage, moi je ne suis pas dans les secrets de l'armée, mais je vois difficilement comment les officiers de l'armée malienne vont accepter sans broncher que ceux-là qui leur ont tiré dessus, que ceux-là qui les ont égorgés, viendront prendre des grades, des galons supérieurs à leurs galons. Je ne sais pas ce qui se passe, n'est-ce pas, au niveau de l'armée, mais je sais que ça pourrait être aussi une source de blocage. Dernière source de blocage, est-ce que vous savez que les questions de DDR, c'est l'État, c'est le budget de l'État qui les prend? Si vous ne le savez pas, lisez l'accord, vous verrez que les questions de DDR sont à la charge de l'État du Mali. Et comme vous le savez, l'État n'a pas de ressources. Et si vous faites la somme des gens qui émargent au budget de l'État par rapport au DDR aujourd'hui, vous allez vous prendre la tête. Vous comprendrez que ce serait très difficile. On va laisser M. Ould Sidati répondre à cette question. Alors, M. Ould Sidati, vous nous entendez? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, qu'avez-vous à répondre au propos de M. Akado? Concernant quelle question? Alors, nous étions en train de parler des enjeux concernant le processus de DDR et M. Tunkara et M. Akado nous ont énuméré quelques difficultés auxquelles le processus a eu à faire face. Et si vous pouvez, nous parler un peu des enjeux. Oui, mais moi je pense que les discussions qu'ils ont évoquées, c'est des discussions qui sont beaucoup de détails, quoi. Mais en tout cas, il faut voir le blocage ou bien l'évolution, c'est dans les principes, quoi. Moi, je pense qu'une fois que les principes sont acquis, le reste, les questions de l'intérieur, la communauté, tout ça, ça c'est un autre détail qui peut-être peut venir d'un moment à un autre. C'est des discussions en réalité qui, quand on rentre là-dedans, ce n'est pas de nature à pouvoir même simplifier les choses. Mais le principe, c'est d'avoir un problème de principe. Et une fois que le principe est acquis, moi, je pense que le reste, là, c'est des détails que les gens pourront dépasser. Alors, Monsieur Ould Sidati, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des problèmes qui ont fait un peu traîner le démarrage? Le démarrage, c'est en fait, pour nous, ce qui concerne la CEMA, c'était dit même au principe, comme j'ai dit, parce que l'accord parle d'une armée reconstituée,
Et pour nous, l'armée reconstituée, c'est au niveau des institutions, c'est-à-dire qu'il faut chercher un outil de défense nationale capable de répondre à la menace qui existe dans l'étendue du territoire, et qu'en fonction de cette armée reconstituée avec des nouvelles, avec des nouvelles institutions institutionnalisées, donc c'est là où nous voulons avoir des principes, parce que ça ne servira à rien de faire rentrer dans l'armée et après encore déserter comme les fois dernières. Donc il vaut mieux de créer un système de défense qui permet de donner une armée nationale dans un système de sécurité stable. C'était ça le principe qui a, à notre niveau, fait traîner les choses. D'accord. Alors, M. Tunkara, qu'avez-vous à dire concernant les principes que M. Olusidati vient d'évoquer? Très intéressant, il a évoqué une notion qui me paraît importante à l'analyser davantage, qui est cette notion d'une armée reconstituée. C'est de tous les paradoxes. Voilà un pays où on l'impose une armée reconstituée et dans le même temps, on voudrait que cette armée soit républicaine. Le paradoxe, il est presque total. Quel pays sur cette planète où l'armée est constituée à partir des clivages ethniques, l'armée est constituée sur des bases communautaires, voire géographiques. Naturellement, une armée est censée être religieuse, une armée est censée être même désethnicisée. C'est cela justement qu'on peut, c'est partant justement de ces préalables qu'on peut qualifier une armée qu'elle est républicaine ou une armée qui serait justement à la merci de l'État central. Mais c'est là justement qu'il y a également le biais dans ce processus. Aucun pays syrien n'accepterait de se voir avec une armée qui a pour fondement l'ethnique, de se retrouver avec une armée qui a pour fondement les géographiques. Si je veux intégrer la police ou la gendarmerie, je dois formuler l'intention et effectuer ces choix en toute liberté. Je n'ai pas à intégrer la police ou la gendarmerie parce que je suis soninké, je suis bois, je suis mandingo. Mon intégration doit être désethnicisée. Mon intégration ne doit aucunement avoir cet ancrage géographique ou communautaire. C'est une des raisons qui me pousserait davantage justement à douter du construit qui va être obtenu à l'issue de ce processus. Est-ce construit répondrait convenablement aux attentes qu'un pays a vis-à-vis de son armée? Je pense que la réponse elle est catégorique à cet effet parce que je n'ai vu aucun pays à travers le monde, même les cas libanais avec Hezbollah, où on a quand même expérimenté une armée un peu avec une armée d'obédience religieuse. C'est le seul exemple au monde où l'on pourrait dire qu'effectivement une armée parallèle à l'armée républicaine a pu à un moment donné se substituer à l'État central pour compenser certaines insuffisances en matière de couverture sécuritaire. Mais sur cette base, si l'armée est reconstituée avec autant de référents, je pense fondamentalement que le processus il va nous conduire non pas à la partition du pays, mais surtout dans une impasse tout à fait totale. Parce que je ne vois pas un militaire ou un gendarme qui a intégré le corps, non pas parce qu'il le voulait, mais il l'a fait par le seul fait qu'il est de telle ethnie ou il est de telle communauté ou il est de telle région. Je pense fondamentalement l'offre sécuritaire que la communauté internationale et les partis en conflit se sont entendus avec l'État central du Mali est une offre qui est catastrophique en termes de faisabilité, est une offre qui est plus qu'empoisonnée en termes de durabilité et surtout comment peut-on arriver à une telle armée et parler justement du caractère laïque de l'État, du caractère, si vous voulez, désethnicisé de l'État. Il faut quand même le rappeler, les fondamentaux de la Constitution établissent l'équité et l'égalité entre tous les citoyens, peu importe leur appartenance géographique, peu importe leur appartenance communautaire. Je suis d'accord qu'il est important de tenir compte de certaines logiques du terroir, notamment cette pluralité dont les différentes ethnies font l'objet, mais la pluralité, elle n'est pas antinomique justement à la constitutionnalité. La pluralité, elle n'est pas synonyme justement de ce référent communautaire. La pluralité est censée évoluer justement sous la coupole de l'État central. Partout au monde où l'armée arrive à remplir pleinement ses fonctions régaliennes, notamment la sécurité des personnes et leurs biens, ce sont des États qui sont parvenus justement à désethniciser l'armée. Ce sont des États qui sont parvenus justement à faire en sorte que
toutes les singularités, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient même géographiques, toutes ces singularités doivent naturellement évoluer sous la coupole de l'État central. Mais dans les cas précis du Mali, effectivement, c'est l'État central qui est à la merci des singularités et non l'inverse. Je crois que c'est d'où d'ailleurs toutes mes inquiétudes qui me paraissent fondées à ce stade. D'accord. Alors, Monsieur Oldo Sidati, pensez-vous qu'il est possible d'avoir un équilibre dans ce processus-là? Un équilibre, moi je ne comprends pas la question, je ne sais pas de quel équilibre vous parlez. Pour moi, la question d'abord de l'outil de défense, c'est des conceptions que l'autre est en train de dire. Moi, je respecte les entreprises son point de vue. Et moi, je pense que personne n'a parlé d'ethnie ni rien. Nous avons dit qu'il faut que tous les Maliens se réunissent et définissent leurs outils de défense. Il n'y a pas une armée, c'est-à-dire qu'il y a un format que nous nous imposons. Il s'agit de discuter et de trouver un format qui peut couvrir l'étendue du territoire. Donc, il n'est pas dit que dans la phase actuelle, il y a les 2/3 du Mali qui n'ont jamais été sécurisés ni gouvernés. Et dans cette logique, quel est l'outil de défense qu'il faut pour que vraiment l'ensemble des territoires de ce territoire soit sécurisé et que chacun puisse appartenir à cette sécurité, en intégrant l'aspect communautaire. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité, on ne peut pas la faire sans intéresser les communautés qui sont sur le terroir. Et l'aspect aussi que le Mali connaît depuis les problèmes passés, cette constance aussi demande vraiment à ce qu'on tienne compte de ce format. Moi, je pense que c'est l'ensemble de tous ces atouts et de ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour trouver un outil de défense. Donc, quand je dis pluriel, cela veut dire qu'il faut que vraiment chacun sente que cette armée-là, c'est une armée dans laquelle il s'y reconnaît. Et c'est l'ensemble des nations qui se reconnaissent dans cette armée, dans cet outil de défense. Parce que 90% maintenant du territoire du Nord pense que l'armée actuelle, c'est une armée d'occupation. Ils ne la voient pas comme républicaine. Donc, c'est un point de vue que chacun de nous peut avoir. Il faut respecter l'ensemble des points de vue des gens et voir comment régler un problème vraiment de déficit sécuritaire. Voilà un peu ma question. D'accord. Alors, oui, M. Akado, vous voulez réagir? Juste pour dire que je pense que les questions de l'armée sont très, très sensibles. Et Olsidati sait pertinemment que l'armée dont il est question dans ce document-là est une armée qui sera composée majoritairement de ces groupes armés-là. Et derrière groupes armés, en tout cas nous qui sommes du Nord, nous voyons certaines communautés qui auront une certaine prééminence plus que d'autres. C'est le cas dans le comité de suivi de l'accord, c'est le cas dans les commissions de DDR, c'est le cas dans les autorités intérimaires, c'est le cas dans les CTS, c'est le cas dans tous les organes dédiés à l'accord. Nous ne voyons que la prééminence de certaines communautés par rapport à d'autres. Et si c'est ça l'image de la future armée, nous disons encore une fois, M. Tounkara, vous avez bel et bien raison, que nous sommes en train d'aller vers une armée ethnicisée, une armée communautaire, et c'est contradictoire au principe de la démocratie, c'est le contraire de la République, au principe républicain. Et à l'image de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, nous savons que ce sont ces groupes armés-là qui font la loi, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont des checkpoints partout, et l'armée qu'on voudrait reconstituer sera inévitablement à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'État s'est totalement désengagé de la sécurisation des populations. Et depuis qu'il a signé la fameuse cessation des hostilités, l'État a reconnu de façon tacite, n'est-ce pas, la prééminence de ces groupes armés-là dans le territoire qu'ils occupent. Et c'est cette armée d'occupation, moi je trouve que c'est aujourd'hui qu'il y a une armée d'occupation dans le nord du Mali. Et non, comme il le dit, les populations du nord majoritairement estimaient que l'armée malienne était une armée d'occupation. Je ne suis pas de cela. Je ne suis pas sûr que la majorité des Maliens voient la chose sous le même angle que vous. Les nordistes ont toujours réclamé le retour de l'armée. C'est aujourd'hui qu'ils souffrent, c'est aujourd'hui qu'ils sont piétinés, n'est-ce pas, par des enfants, des gamins de 12 ans prennent des armes et ils arrêtent des vieillards de 90 ans pour les tabasser. Et c'est ça l'armée que vous voulez reconstituer dans le Nord?
j'ai dit quelque part qu'il y a un véritable paradoxe. Et vous, groupe armé, vous auriez dû refuser, n'est-ce pas, ces conditions-là qu'on a intégrées dans l'accord pour dire que l'armée des régions du Nord sera reconstituée et elle comprendra une certaine majorité. Tout cela nous conduit droit à des problèmes qu'il sera très difficile de résoudre. Alors, M. Ould Sidati, qu'avez-vous à répondre concernant le paradoxe que M. Akado vient de nous mentionner? Mais moi, je pense que c'est le point de vue d'Akado, parce qu'Akado, il parle de l'armée constitutionnellement peut-être au niveau des choses, parce qu'il ne prend pas la dimension du territoire ensemble en place. Le territoire du Mali, moi, je pense que les gens, ils veulent maintenant avoir l'unité du pays, ils veulent parler de tout le Mali, et ils s'occupent seulement d'un tiers du pays. Mais le Mali n'est pas seulement fini dans la région. Dans les régions, il y a un grand désert qui s'étale jusqu'à 750 km au nord de Théodénie, et dans lequel il n'y a pas l'armée, il n'y a jamais eu d'armée. Quelle armée va-t-il amener là-bas? Quel est l'outil de l'armée que lui, il parle de quelle armée? D'accord. Et puis, quand il parle d'une minorité blanche, si maintenant vous regardez dans un ensemble, ce qui est dit, on dit que l'armée qui serait redéployée dans les parties nord sera en majorité constituée des populations du milieu. Mais ce n'est pas l'ensemble de l'armée. Et le même principe aussi existe vers le sud, c'est qu'aussi vers le sud, c'est même les 90%. Mais quand vous allez regrouper l'ensemble de l'armée malienne, vous allez trouver que, d'une manière générale, ce n'est pas ce que les gens pensent. Il n'y a pas de majorité. C'est au-delà même toujours une minorité. Mais par segment du territoire, on peut voir qu'au niveau de chaque segment qu'on voit du territoire, on voit une approche qui permet vraiment aux populations d'intégrer la constante militaire. Voilà un peu le problème. Ce n'est pas seulement en prenant un ensemble ou bien un segment de territoire qu'on va dire que c'est majoritairement. C'est majoritairement dans un segment, mais ce n'est pas sûr sur l'ensemble du territoire. Oui, M. Tunkara. Je pense fondamentalement, les diagnostics se basant sur le numérique, il est biaisé dès à l'origine pour plusieurs raisons. Si vous regardez les différentes aires culturelles maliennes, qu'on soit Soninké, qu'on soit Peul, qu'on soit Dogon, vous allez vous rendre compte quand même que les populations n'ont pas les mêmes perceptions déjà de l'État-nation, n'ont pas les mêmes perceptions quant à la question sécuritaire. Prenez un Soninké des cailloux profonds, naturellement, il est tout à fait peu intéressé à intégrer un corps quelconque. Par le seul fait qu'effectivement, dans son imaginaire, intégrer l'armée serait contradictoire, ou en tout cas ses ambitions de migrer, ou en tout cas serait quelque chose qui ne serait pas compatible à sa perception de l'islam. Vous voyez, donc, prenez également le Peul, beaucoup ont une même perception. Donc c'est pour vous dire que poser un diagnostic à partir du numérique, déjà, fausse les calculs. Voilà, parce qu'effectivement, si vous prenez aujourd'hui la composition actuelle de l'armée au Mali, vous allez vous rendre compte quand même que peut-être certaines régions se sont retrouvées majoritaires, si l'on veut expliquer cela, parce qu'à un moment donné de l'histoire, au niveau de l'élite militaire, effectivement, il y avait des officiers de ces différentes régions qui ont concouru d'une manière ou d'une autre, effectivement, à l'intégration massive de ces terroirs en question. Mais fondamentalement, à ma connaissance, hormis les différentes rébellions qui ont sanctionné des accords similaires, lesquels accords ont quand même ont intégré des combattants au nom du référent communautaire ou au nom du référent géographique, à ma connaissance, un Sikasso n'a pas intégré l'armée parce qu'il est des Sikasso, un Kaïsen n'a pas intégré l'armée parce qu'il est des Caïs, peut-être qu'il peut l'intégrer parce qu'il a un responsable proche de l'élite militaire. Tout cela questionne effectivement la porosité même du système d'intégration. Ça, ce sont des questions liées à la corruption, à des pratiques non orthodoxes dont certains acteurs de l'élite militaire font l'objet, pas tous les acteurs d'ailleurs. Donc c'est pour dire que à l'état actuel du processus de désarmement et de réintégration, s'il y a des inquiétudes à se faire, ce sont des inquiétudes qui ont pour nom le fait que nous nous glissons vers la valorisation du terroir avec le référent communautaire. Nous nous glissions vers, si vous voulez, l'officialisation même de l'ethnique dans la composition d'une armée. C'est quand même très dangereux. Parce que moi, je pense fondamentalement, dans un État-nation qui a opté pour
pour la laïcité, qui a opté pour le caractère républicain de l'État, je comprendrais difficilement qu'on puisse m'avancer un argumentaire qui aurait pour justificatif le communautaire, qui aurait pour justificatif une communauté serait marginalisée par l'État central. Je crois que ce sont des diagnostics qui sont posés par d'autres acteurs qui seraient même extérieurs à cette problématique sécuritaire malienne. Donc il est extrêmement important que l'État du Mali se ressaisisse, parce que toute la dimension, elle réside dans cela, parce que sommes-nous en face d'un État qui se trouve plus que fragilisé? Sommes-nous en face d'un État qui se trouve plus que déboussolé par toutes ces insuffisances, notamment en matière de couverture sécuritaire, ces réponses quant aux demandes sociales? C'est là justement tous les problèmes. Donc comment peut-on justement dire non à ces propositions qui nous viendraient d'ailleurs, parce qu'effectivement, pour qui connaît le contexte malien, je ne pense pas que les populations qu'on qualifierait d'Azawad ou majoritairement des régions nord se reconnaîtraient dans cet accord, parce qu'on ne les a même pas. C'est quand même une des particularités de cet accord. On n'a pas donné même l'occasion à l'État central du Mali, ne serait-ce que de s'entretenir avec son assemblée au nom justement de la pluralité. Or, les groupes armés ont quand même exigé aux parties prenantes, effectivement, de consulter leur base s'ils en ont. Donc, c'est pour vous dire que lorsque le diagnostic est biaisé au départ, naturellement, les solutions proposées les seront aussi par le simple fait qu'effectivement, ces solutions ont profondément un diagnostic biaisé. D'accord. Alors, M. Akado, selon certaines personnes, ce processus de DDR serait un grand pas dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Partagez-vous le même avis? Pas tellement. Je ne saurais le partager parce que quand même, j'ai connaissance de certaines choses qui se passent autour de ce DDR-là, qui font que je reste quelque part pessimiste. Moi, je qualifie cette histoire de DDR-là de gros business. Que voulez-vous dire par gros business? Business en ce sens que nous avons vu par le passé des groupes armés qui ont comptabilisé 300 éléments. Ça, c'est pour partir de l'accord de Tamanrasset. On est parti de 300 combattants et quand Moussa est parti, Alpha est venu, on a monté le chiffre à 3000, n'est-ce pas? Et ça continue, les intégrations ont continué. L'autre jour, il y a quelques années, on nous parlait de 5000, 6000. Aujourd'hui, on est à 36 000. C'est du business. En ce sens que ceux-là qui sont élus, n'est-ce pas, comme responsables de ces groupes armés-là, ont pris, nous les savons aussi, ont tellement marchandé des armes, ont tellement pris des avances avec des gens pour leur promettre des postes de douane, des postes de police, des postes dans la fonction publique. C'est toutes choses qui montrent à quel point l'État n'a pas tiré les leçons, n'est-ce pas, de ces échecs passés. Et je dirais que l'État contribue même à ce business-là. Quand j'entends jeune frère Tonkara parler des difficultés de trésorerie de l'État, et quand on voit comment l'État se comporte par rapport, n'est-ce pas, à ce maigre trésor, on est loin d'avoir pitié de cet État-là. Parce que, quelque part, on a l'impression que l'État trouve, n'est-ce pas, son compte dans cette histoire-là. Et la preuve la plus éloquente, c'est celle que nous ont offert nos dernières élections, qui ont vu, n'est-ce pas, ces groupes armés contre l'État du Mali, qui ont pactisé et qui ont officiellement, n'est-ce pas, donné leur soutien à un candidat. Tout cela nous montre que quelque part, on se joue des Maliens et on ne peut pas être optimiste par rapport à ce DDR-là. Je termine en disant seulement que le DDR va donner l'occasion à ces responsables-là de recruter qui ils veulent. Moi, en tant que citoyen, je ne vois pas quel est le droit, quelle est la loi qui accorde à Sidati, qui accorde à Bilal Agachirif, qui accorde à Haruna Touré plus de droits de recruter des gens, n'est-ce pas, dans la fonction publique que moi. Et c'est malheureusement le cas. Aujourd'hui, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, les affaires entre les mains. Ils vont mettre là-dedans qui ils veulent. Ils vont vendre des postes à qui ils veulent.
tout comme dernièrement, si vous avez consulté les listes, n'est-ce pas, des boursiers de la SEMA, vous avez vu une longue liste, n'est-ce pas, de personnes dans lesquelles vous ne trouverez ni un Maïga, ni un Touré, ni un Koulibaly, ni un Cissé. C'est tous des Ag ou des Ould. Et c'est ce que nous craignons. C'est pourquoi nous sommes pessimistes. Et je vois mal comment les autres Maliens vont accepter qu'on va intégrer 36 000, n'est-ce pas, ressortissants du Nord parce qu'ils ont pris les armes ou bien parce qu'ils ont fait semblant de prendre les armes contre l'État du Mali, alors qu'eux, ils ont leur diplôme en train de chômer. Je ne suis pas optimiste. Alors, je sais que ça peut créer plus de problèmes que de solutions. Alors, M. Ould Sidati, qu'avez-vous à dire concernant... oui. Pour moi, vraiment, le débat est en train de prendre une tournure qui est un peu basse à mon niveau, quand on veut regarder les listes qui est là-dedans. Mais sinon, on regarde la liste même des boursiers du Mali, il n'y a même pas un seul Ould, ils sont plus de 1 million, mais il n'y a pas de Ould là-dedans, mais on n'a jamais posé le problème. Moi, je pense que ces discussions comme ça ne sont pas de nature vraiment à mener une discussion de haut niveau. Alors, moi, j'aurais pensé que votre antenne sera donnée à des gens qui ont des principes et des gens, mais vraiment, quand on revient à ce décortiquage, c'est vraiment pas la peine de revenir à ce niveau de discussion pour dire que celui-ci fait celui-ci ou celui-ci fait cela. Moi, je pense que le DDR, les Maliens, l'accord a été négocié pendant 8 mois, 9 mois. Le gouvernement du Mali a tout le temps de consulter sa population ou sa base, ou sa société civile, et ils ont signé un accord. Donc, moi, je discute les principes de l'accord. Donc, le DDR étant une activité principale de la mise en œuvre de l'accord, moi, je pense que le fait qu'on commence déjà à prendre une vague de combattants, c'est aussi une avancée dans le processus. Maintenant, ce que les autres pensent du problème, vraiment, moi, je ne pense pas que la discussion a fini. Alors, M. Ould Sidati, restons dans le cadre du DDR. Le 30 novembre, c'est la date limite pour l'application effective du processus de DDR. Cette date est-elle tenable selon vous? C'est la date seulement, c'est pour le contingent du MOC, c'est pas seulement tous les DDR. Le DDR va avancer par vague. Premièrement, le MOC, ça fait 1600 personnes. Après, il faut choisir notre vague qu'il faut aussi désarmer. Et ainsi de suite. Donc, c'est des vagues qui vont venir jusqu'à finir avec l'ensemble des combattants. Et quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la prochaine vague. Une fois qu'on aurait fini de faire passer le MOC, les éléments du MOC au niveau du DDR, il faut maintenant chercher une autre étape, une autre vague. Il faut identifier peut-être les anciens combattants. Il faut aussi finir avec eux et aller jusqu'à un désarmement complet de tous ceux qui sont en armes. D'accord. Alors, et vous, M. Tounkara? Bon, concrètement, je pense qu'ils comprennent déjà qu'effectivement, l'argumentaire qu'on avance, il a pour fondement les scientifiques. Moi particulièrement, je n'ai en aucun moment succombé au charme du nationalisme ou au charme du culturalisme ou autre. Donc, fondamentalement, pour dire qu'il est extrêmement important dans le contexte malien qu'on accepte déjà la pluralité des points de vue. C'est ce qui manque cruellement à l'État du Mali parce que c'est un État, effectivement, qui serait pour la monotonie. C'est un État qui serait dans les dénis de l'évident. Il sait particulièrement qu'aujourd'hui, toutes les solutions qui sont proposées dans ce processus de réconciliation sont des solutions qui n'émanent pas du terroir. Quand on questionne effectivement l'écrasante majorité de ces populations dites nord du Mali, on va se rendre compte quand même que j'ai été à plusieurs reprises à Gao, à Tombouctou, à son information, où j'ai assisté à des assises, dans lesquelles assises, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'officiel et le réel, il y a un décalage total. Quand on s'intéresse au Mali officiel, effectivement, les régions du Nord ou les populations dites Nord du Mali seraient d'accord avec l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais lorsque vous questionnez le Mali réel, vous allez vous rendre compte quand même que ces populations dites Nord du Mali, non seulement ne se reconnaissent pas dans l'accord, mais dans le même temps, elles ont de sérieuses inquiétudes vis-à-vis de l'accord, lesquelles inquiétudes sont peu entendues, il faut qu'ils l'acceptent. Lesquelles inquiétudes sont tout à fait légitimes au regard du maillage auquel, effectivement, l'État s'est inscrit avec les groupes armés. Je crois que, fondamentalement, tout revient à cette question de la dépendance de l'État vis-à-vis de l'étranger, à cette question de la mauvaise gouvernance dont l'élite politique fait l'objet, à cette question, justement, le fait qu'une minorité s'accaparerait, justement, ou en tout cas, aurait une voix au nom d'une écrasante majorité silencieuse. C'était aujourd'hui le cas précis de l'accord. Et cela met fin à ce débat sur le processus de DDR
commentaires, un grand merci à nos invités. Sidi Ibrahim Ould Sidati de la coordination des mouvements de l'Azawad, SBT Ag Akado de la société civile, Ali Tunkara, analyste. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en nom de Mamadou Ouattara, la régie doit être assurée par Salim Djouara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.